Alors, deuxième panel de la journée, hein, avant-dernier panel, sur toute cette matinée, parce que cet après-midi sera consacré aux ateliers plus pratiques, on va dire. Donc c'est le même format tout à l'heure, on va avoir 15 minutes de présentation pour chacun de nos intervenants, et à la suite, on aura 15-20 minutes de questions-réponses. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les anticiper, à les préparer. Pour les poser à nos intervenants à la fin. On va commencer directement, pour ne pas perdre de temps, avec Christophe Lecante, qui va introduire ce panel. À toi. Bien, alors je découvre, j'avais pas prévu de vous parler pendant 15 minutes, donc je vais improviser sur mes vacances dans les Cévennes. Je pensais que c'était plus un échange, un panel. Non, pour faire très court, après les trois hommes augmentés qui nous ont parlé dans la première partie de cette matinée, simplement puisque l'objet de cette table ronde, c'est de faire un peu l'état de l'art. L'activité de la société que j'ai créée sur Grenoble en essaimage de recherche publique, cette société s'appelle TKM. Notre activité, c'est de faire de l'analyse de la littérature scientifique, donc tout ce qui apparaît dans les articles scientifiques, les brevets à l'échelle mondiale, et permet sur une thématique donnée de faire rapidement un état de l'art de ce qui se passe, de qui sont les acteurs, qu'est-ce qu'ils font, quelles sont leurs trajectoires. Et j'avais préparé quelques images, alors ça tombe bien, puisque je n'avais pas prévu de vous les commenter en direct, mais quelques travaux qu'on a fait très rapidement, hein, dans la perspective de cet échange de ce matin, sur la production scientifique, la production de contenu scientifique ou technologique dans les thématiques de l'humain augmenté ou du transhumanisme. Je vais sauter tout de suite à cette deuxième slide. Ce qui nous a frappé quand on a fait l'analyse de cette littérature, c'est de voir que finalement, quand on s'interroge intuitivement les uns les autres sur le transhumanisme, l'humain augmenté, j'ai fait un petit sondage dans mes amis, mes proches, auprès de mes collègues, c'est un sujet que intuitivement, on date d'une petite dizaine d'années. En réalité, cette analyse de la littérature nous montre que dès la fin des années 60, des chercheurs, notamment au MIT, ont commencé à publier, ont commencé à s'intéresser au sujet de l'homme augmenté. Et vous le voyez dans ce graphe, il s'agit des publications scientifiques, des articles scientifiques, vous voyez que pendant une trentaine, quarantaine, cinquantaine d'années, il y a eu un petit flot d'activité qui a commencé à émerger. Ça, typiquement, dans une activité de veille techno ou de prospective, c'est ce qu'on appelle un signal faible. Pourquoi? Parce que, et on avait fait le même travail dans le domaine de la réalité augmentée, les gens de l'aéronautique ne sont pas là, ils sont au café, mais dans le domaine de la réalité augmentée, c'est passé exactement la même chose. J'ai une conférence sur le thème qui s'appelle Big Data et Innovation, et un des ateliers dans cette conférence, c'est de montrer que dans les années 90 à début des années 2000, vous avez 5 domaines technologiques, scientifiques qui coexistent, mais sans finalement échanger, collaborer ensemble, qui sont la capacité de traitement des ordinateurs, qui sont l'évolution des techniques de stockage des données ou d'architecture des bases de données, qui sont les techniques de géolocalisation, typiquement dans les années 90, vous voyez à quoi je peux faire référence, qui sont d'un autre côté tout ce qui est device, interface homme-machine, bon, évidemment iPad ou lunettes, Google Glass pour faire de la réalité augmentée. Et donc vous voyez que ces 5 domaines, eh bien, un petit peu comme dans le domaine du transhumanisme, coexistent. Ce sont des domaines scientifiques, ce sont des domaines industriels, ils coexistent, mais sans avoir de relation avec les uns avec les autres. Et puis dans un exercice de suivi temporel, on a commencé à voir qu'à partir des années 95, les gens de la computing capacity, la capacité de l'ordinateur, évidemment, commençaient à avoir des échanges croisés, donc co-publier des articles ou co-déposer des brevets avec les gens de l'architecture des données, les prémices du big data. Et puis, 5 ans après, on a vu que ces deux familles de scientifiques, ces deux domaines technologiques, commençaient à avoir des relations avec les gens des devices. Donc, comment représenter des données massives avec des microprocesseurs sur des engins de plus en plus portables. Et puis, à un moment donné, début des années 2000, on voit que ces 5 domaines scientifiques indépendants sont totalement corrélés. C'est-à-dire qu'il existe des échanges, des travaux de recherche, des articles scientifiques communs à ces 5 domaines. Et dans l'année qui suit, vous voyez un terme qui apparaît, c'est le terme de réalité augmentée. Dans le domaine du transhumanisme, de l'humain augmenté, c'est un peu de la même manière. Il y a 5-6 domaines principaux
qui, de manière, et Pierre pourra en témoigner, quand il a commencé dans la génétique, on parlait sûrement pas dans tes travaux d'humains augmentés, mais c'est quelque part l'évolution des neurosciences et l'évolution dans le domaine de la biologie, d'une part. On a parlé des exosquelettes ce matin. Finalement, c'est dans la rencontre de domaines indépendants les uns des autres que peut naître une discipline scientifique et une discipline, un domaine industriel. Donc c'est probablement ce à quoi on observe, ce que l'on observe, ce à quoi on assiste, pardon, dans le domaine aujourd'hui de l'humain augmenté. Alors, je ne vais pas redire tout ce qui a été dit dans les deux premiers panels, simplement Jean-Michel Bélier, que je salue, puisque j'ai plusieurs casquettes. Je suis par ailleurs entrepreneur, vous l'avez compris, mais aussi vice-président innovation du Comité Richelieu, qui est une association de PME innovante, et j'ai plaisir à saluer ici l'initiative de la BNP et du WIDE de Massy, puisqu'il y a un accord de partenariat entre le Comité Richelieu et la BNP pour développer effectivement cette dimension innovation dans le réseau bancaire de la BNP. En tant que grenoblois, je peux aussi témoigner que la BNP, alors je ne suis pas actionnaire de la BNP, je suis client, donc un témoignage des clients, ça vaut 10 fois plus que le témoignage d'un actionnaire, n'est-ce pas? Je suis client de BNP depuis assez longtemps, grâce à mes parents. Mais en tout cas, je peux témoigner qu'en tant que grenoblois, la première agence dédiée à l'innovation dans un réseau bancaire traditionnel, c'est la BNP qui l'a mis en place, et à Grenoble. Geneviève Fioraso serait très contente, Pierre, je ne m'en sors pas pour lui répéter, j'ai mis du bien de Grenoble. Toujours est-il que je suis très content de voir ça, d'autant plus que quand un entrepreneur commence à dire du bien d'une banque, il y a anguille sous roche. En l'occurrence, en ce qui me concerne, aucun conflit d'intérêt, pas de sens caché, et vous pouvez aller au tribunal de commerce de Grenoble, vous verrez que ma société, nous avons attaqué et gagné devant une très grande banque de réseau sur un procès, sur une dénonciation de contrats abusives. Donc je n'ai aucune complicité naturelle avec des banquiers, et une banque très populaire, hein, mais dont je ne peux pas citer. Donc quand je dis du bien de la BNP, c'est parce que je le pense sincèrement, comme l'a dit M. Ducou tout à l'heure, de créer des espaces de rencontre, des espaces d'interconnexion, c'est exactement ce dont on a besoin aujourd'hui pour faire naître de l'innovation. La relation, de manière très adulte pour un représentant d'un grand groupe, de dire publiquement que c'est en travaillant des PME et des startups qu'un grand groupe comme Safran va se renouveler, et bien là aussi, chapeau bas et merci de créer ces espaces de communication, et nous le faisons au Comité Richelieu. Et ma troisième et dernière casquette, que je reviens à Jean-Michel Bélier, c'est d'être président de l'IHEST. Et cet institut des hautes études pour la science et la technologie est justement un instrument que l'État a mis en place il y a une dizaine d'années pour créer un lieu d'échange sur les sujets que le législateur, la réglementation ne peut pas suivre, parce qu'un de mes points par rapport à ça, c'est que la technologie, la science va infiniment plus vite, l'innovation va infiniment plus vite que notre capacité à légiférer et à définir des normes derrière. Et comme l'économie est mondialisée, si les investisseurs français, au titre d'une éthique tout à fait justifiée, disent on ne va pas aller dans notre entreprise, ça sera des Israéliens, ça sera des Américains, ça sera des Japonais. Donc de toute façon, à un moment donné, il faut peut-être mieux garder le contrôle sur des choses dont on dit qu'éventuellement elles peuvent dériver, mais ça veut dire injecter aussi de l'argent dans ces entreprises. Donc il y a aussi un sujet, et le rôle de l'IHEST, Jean-Michel Bélier y intervient extrêmement souvent, pour nourrir ce débat, nourrir finalement la manière de faire évoluer les relations entre sciences au pluriel et société, comment les sciences vont impacter les modèles sociaux et comment la société doit s'emparer du débat scientifique. C'est aujourd'hui un enjeu majeur de démocratie, c'est un enjeu majeur, et Pierre l'a dit, ne faisons confiance ni aux banques ni aux politiques, donc ce n'était pas les banques que tu citais, c'est un lapsus, ni aux chercheurs, ni aux politiques, ni aux banques, mais il faut que tout un chacun soit capable de saisir de ces débats, mais avec une vraie complexité. C'est qu'on ne peut pas s'inventer généticien, on ne peut pas s'inventer spécialiste, philosophe, en tout cas moi sûrement pas, et encore moi généticien, tu me diras, mais on ne peut pas s'inventer une expertise dans des domaines qui deviennent de plus en plus complexes pour pouvoir se saisir d'un débat public, donc on a quand même besoin des experts. Du coup, ça repose la question de quel est l'expert, qu'est-ce que c'est qu'un expert, quel est le rôle de l'expert, comment il doit agir en société.
C'est exactement la raison d'être de cet institut que je vous invite à visiter, qui s'appelle l'IHEST, qui fêtera ses 10 ans à partir du mois de juin prochain. C'est un vrai sujet de société, et c'est un élément aussi d'exemplarité de la France, d'avoir créé cet institut. Beaucoup de pays, d'ailleurs Xavier, qui est un ancien auditeur, peut en témoigner, beaucoup de pays regardent avec beaucoup d'intérêt ce qui se fait à l'IHEST et la manière adulte dont la France, héritière du siècle des Lumières, etc., instruit aujourd'hui ce rapport entre les sciences et la société. Alors je voudrais juste conclure sur un mot, non pas pour nous faire peur, mais pour mettre aussi en perspective, puisque le sujet c'est l'état de l'art. Vous connaissez tous Raymond Kurzweil, et je voudrais faire appel à mes amis Miguel Obuy, que certains d'entre vous connaissent bien, qui est un physicien normalien, qui s'intéresse et publie des petits articles sur l'innovation et des petits opuscules. Je n'ai pas non plus d'action, mais si ça vous intéresse, allez sur Nulus in Verba et vous trouverez ses ouvrages. Miguel est un ami, et dans un de ses ouvrages, il parle de sa grand-mère, mais rassurez-vous, il revient très vite au domaine scientifique et à l'innovation, qui est son sujet, et il fait référence à la théorie des profits généralisés, je crois, de Raymond Kurzweil, qu'il a publié en 2001, qui est une généralisation de la loi de Moore, que tout le monde connaît, sauf que le schéma qu'il propose Raymond Kurzweil, qui est par ailleurs décrit comme un des papes du transhumanisme, qui est un personnage un peu inquiétant, qui peut avoir tendance à être rejeté. C'est une raison supplémentaire d'ailleurs pour écouter ce qu'il dit. Parce que ça serait tellement facile de le mettre au banc et de se dire ce type-là est fou, et de ne pas écouter ce qu'il nous dit, parce que là aussi on reviendra au signe faible, vous avez compris que c'est un peu la déformation professionnelle. Raymond Kurzweil, il compare l'évolution des capacités de calcul, quelles que soient les technologies, donc il part du boulier et il va jusqu'aux ordinateurs quantiques, mais rapporté dans l'échelle du temps à 1 000 $, à la somme de 1 000 $ pour fabriquer la technologie qui permet de computer des données. Cette approche, qui est donc une évolution de la loi de Moore, permet de mettre sur la même courbe et sur un trait tout à fait continu des technologies très différentes. L'ordinateur d'aujourd'hui avec les techniques de calcul de la fin du 19e siècle. Donc il ramène des choses sur une échelle qui permet une continuité. Le deuxième enseignement de cette loi, et ce que nous rappelle Miguel Obuy, c'est que cette courbe n'est pas un trait régulier, c'est une exponentielle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les capacités de calcul augmentent plus vite à mesure que le temps passe. Et Miguel fait cette comparaison parce que c'est son chic et son charme, il revient à sa grand-mère, il dit finalement, ma grand-mère, entre 1914 et 2006, ce qu'elle a vécu, l'échelle verticale sur la courbe de Raymond Kurzweil, c'est tout ce qu'elle a vécu, et nos grands-parents et nos parents ont vécu d'émerveillement face aux progrès techniques, et qui sont passés du charbon au photovoltaïque, et qui sont, aussi c'est un progrès, toujours, mais d'un point de vue écologique, il y a un débat. En tout cas, c'est la somme des émerveillements que nos grands-parents et nos parents ont vécu à l'échelle de leur vie. Et finalement, ils transposent ça en disant, si on suit cette courbe de Raymond Kurzweil, ça veut dire que nos enfants, s'ils vivent, non pas 1200 ans, mais on s'arrête aux 120 ans de tes globules rouges tout à l'heure, Pierre. Je parle des tiens, hein, pas des miens. Les miens, c'est effectivement 120 jours, mais toi, je pense que ça doit être à peu près 120 ans. L'homme augmenté. Si on transpose ça à nos enfants, ça veut dire que s'ils vivent ne serait-ce que 100 ans, ils vont connaître plus de progrès technologiques et observer plus de progrès technologiques, et ça rejoint ce que tu disais, quel sera le monde dans 25 ou 50 ans quand on voit comme ça s'accélère, que ce que nos parents ou nos grands-parents auront, que ce que le progrès technique qu'on aura vécu depuis le début de l'humanité. Et donc, je finis juste là-dessus, ça veut dire, je suis dans le timing, ça veut dire que, effectivement, on est bien aujourd'hui face à une accélération de l'accélération, qu'on a du mal à se rappeler que, moi, quand j'ai commencé à travailler en Amérique du Nord en 89, les téléphones portables, ça commençait à exister, mais c'était un truc qui n'était pas imaginable de le mettre dans une poche de veste. Hein, ça tenait pas où est-ce que je l'ai, il est quelque part, il est là. Bon, il aurait fallu que j'ai un sac à dos pour porter mon téléphone portable. Et avec mon téléphone portable, éventuellement je téléphonais. Pas toujours,
Et je ne faisais que ça. Quand ça marchait, je faisais que ça. Aujourd'hui, je fais toutes sortes de choses. Probablement, la chose que je fais le moins avec ça, c'est le téléphone. Donc, on a du mal à se rappeler, parce qu'on est pris dans ce mécanisme et dans ce phénomène d'accélération. Nous-mêmes, aujourd'hui, on a du mal à voir quelles accélérations on a vécues. Donc, si on regarde devant, ça fait peur. Et ça veut dire qu'effectivement, on aura besoin de philosophes, on aura besoin de comités d'éthique. Et on aura besoin que les citoyens s'embarquent du débat scientifique, soit un contre-pouvoir par rapport à ces évolutions. Mais ça veut dire que les scientifiques devront aussi accepter de descendre dans l'arène et de parler à des gens qui ne comprennent rien et qui veulent faire l'effort d'essayer de comprendre. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, comme le format de ce matin, vous pourrez les poser à la fin de vos 3 interventions. Je vais tout de suite donner la parole à Xavier Nissad, chercheur à l'ISTEM, qui nous présente les dernières avancées en matière de génétique et le rôle des cellules souches du humain augmenté. Oui, alors du coup, je vais éviter de vous parler de thérapie génique, mais je vais focaliser mon topo sur l'utilisation des cellules souches et en particulier de celles que vous a présentées Pierre, qui sont les cellules souches qu'on appelle pluripotentes pour les applications de thérapie cellulaire. Alors pourquoi je vais faire ça? Parce que c'est une thématique qui est en plein boom, qui est en pleine expansion, qui devient un marché et on voit au fur et à mesure des essais cliniques qui ont lieu à travers le monde que c'est probablement une des voies futures d'application thérapeutique. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a en gros la possibilité, lorsqu'on veut faire de la thérapie cellulaire, d'utiliser un certain nombre d'outils. On a des cellules du patient lui-même, on va faire de la greffe autologue, on peut récupérer un morceau de peau dans votre jambe et vous la greffer dans votre bras, ça évitera tout type de rejet, tout problème consécutif à la greffe. Ce qui se passe, c'est que, évidemment, on ne peut pas produire ça en grande quantité, on ne peut pas faire de l'industrialisation pour chaque individu, chaque malade. Donc, les personnes qui se sont intéressées à la fois à la partie business et à la fois à la partie thérapeutique du vivant, modification du vivant, là on n'est pas dans l'homme augmenté mais dans l'homme réparé, se sont intéressées à produire des banques de cellules. Pour produire des banques de cellules, il nous faut des ressources illimitées de cellules. Et c'est là que les cellules souches embryonnaires, que Pierre vous a présentées, ont un intérêt, parce qu'elles sont immortelles. Et lorsqu'on le demande, lorsqu'on leur impose de se transformer, elles deviennent ce qu'on leur demande de devenir. Le travail que Pierre a présenté sur l'épiderme, c'est le travail que j'ai effectué pendant mon doctorat, qui aujourd'hui est en passe de passer à l'échelle clinique, puisque les premiers malades vont être greffés l'année prochaine, au travers d'un essai clinique qui a lieu en partie à Génopole, puisque notre laboratoire est situé au Génopole et qui est financé par la FM Téléthon. Mais c'est loin d'être le seul exemple. Aujourd'hui, il y a une société californienne qui s'appelle ViaCyte, qui est capable de produire des cellules productrices d'insuline. Jusque-là, plein de gens arrivaient à le faire, qui les ont mis dans des espèces de petits biomatériaux pour éviter que lorsqu'on l'intègre dans un être humain, elle puisse partir n'importe où et faire n'importe quoi, et qui répondent aux stimuli de l'organisme en produisant de l'insuline. C'est-à-dire qu'ils ont été jusqu'à prouver chez l'animal puis chez l'homme, puisqu'il y a 40 personnes qui ont été greffées avec ces cellules-là, ils ont réussi à prouver qu'on pouvait injecter des pompes à insuline vivantes. Aujourd'hui, ces patients sont greffés. On attend les résultats de cet essai clinique. C'était ce qu'on imaginait, ce qu'on pouvait rêver de faire il y a 10 ans lorsqu'on a créé ISTEM avec Marc Péchanski. Aujourd'hui, c'est une réalité clinique. L'autre exemple qui est en ce moment en train d'être réalisé à travers le monde, c'est la production de cellules rétiniennes. Donc on est capable aujourd'hui de produire, à partir de ces cellules souches, de la rétine, des morceaux de rétine. Et ça, du coup, ça peut servir à un certain nombre d'applications thérapeutiques. Alors aujourd'hui, nous, ce qu'on veut faire en France, c'est traiter des maladies génétiques rares qui entraînent une perte de la capacité visuelle, donc, parce qu'on a cet objectif-là, mais d'autres laboratoires, entreprises, des grandes boîtes pharmaceutiques de très très haut niveau et de très gros calibre, s'intéressent à traiter des maladies beaucoup plus fréquentes comme la DMLA. Et aujourd'hui, on pouvait encore une fois le rêver il y a 10 ans, à l'époque où on n'avait accès qu'à quelques cellules, et d'ailleurs c'était interdit en France jusqu'à ce qu'on fasse changer la loi. Aujourd'hui, il y a à travers le monde, en Angleterre, en Israël, au Japon, des gens qui ont été greffés avec ces cellules-là. Alors évidemment, on n'a pas encore de résultats, on ne sait pas encore si ça fonctionne, donc on ne sait pas si les patients vont mieux, s'ils sont guéris de leur maladie avec ces traitements-là, mais en tout cas, une avancée a été faite. On est passé à l'échelle de la réparation de l'individu.
le problème que ça pose, c'est l'industrialisation du procédé de production. Et là, je parle à des roboticiens, à des gens qui connaissent ce métier par cœur. Nous, en tant que biologistes, on ne le connaît absolument pas. Et donc là, lorsqu'on va avoir des industriels en leur expliquant qu'on veut créer une usine pour produire des cellules souches, pour produire des cellules neuronales, des cellules cardiaques, qu'on veut traiter un certain nombre de maladies, il faut tout de suite réfléchir à la production et à la manière dont on va procéder pour produire des quantités industrielles de cellules souches qu'on était incapable de faire dans nos laboratoires. Donc ça, c'est un des enjeux majeurs de ces 5 prochaines années. Et on est très fiers à Génopole de pouvoir dire que, en tout cas, je ne parle pas au nom de Génopole, mais en tout cas, il se trouve qu'à Génopole sera construite la première usine mondiale sur ce sujet-là, qui aura pour vocation de produire ces cellules souches et ces dérivés de cellules souches à des fins thérapeutiques. Et on est très fiers de pouvoir dire que ce sera fait en France et pas dans un autre pays. L'autre aspect que Pierre a soulevé, c'est qu'il existe 2 types de cellules souches. Les cellules souches embryonnaires, celles qui viennent du petit amas de cellules qu'il vous a présenté, et les cellules souches IPS, donc induites à la pluripotence. C'est 2 choses très différentes. Les cellules souches embryonnaires humaines, elles ont une capacité, elles ont comme caractéristique d'être complètement insensibles au système immunitaire. C'est-à-dire que lorsqu'on va le greffer chez un individu, ce qu'on a montré au laboratoire, c'est que on exprime tous des marqueurs du soi et du non-soi. C'est pour ça qu'on doit trouver un organe, lorsqu'on veut faire une greffe d'organe, qui est compatible avec ce que vous êtes, pour éviter que votre système immunitaire ne le rejette. Les cellules souches embryonnaires humaines, de par leur statut très embryonnaire et très immature, n'expriment pas ces marqueurs du soi et du non-soi. Donc lorsque le système immunitaire va venir pour les détruire, en leur demandant leur carte d'identité, est-ce que tu fais partie de mon organisme ou est-ce que je dois te rejeter, le système immunitaire ne va pas pouvoir les reconnaître du tout, et elles vont, en théorie, pouvoir passer inaperçues au système immunitaire et être intégrées dans l'organisme de l'autre. Donc c'est un de leurs avantages. L'autre type de cellules, ce sont les IPS. Et là, Pierre a parlé de la possibilité qu'on a à produire des IPS de chaque individu. On prend une mèche de cheveux, on prend une cellule de sang, on la reprogramme à l'état cellule souche, et on peut, si vous avez besoin d'une greffe de neurones pour soigner votre Parkinson, fabriquer des neurones dopaminergiques, qui sont les neurones qu'il vous faut, et vous les réinjecter. Ça, aujourd'hui, c'est théoriquement possible. D'un point de vue business, à peu près tous les acteurs économiques dans le domaine disent que c'est absolument pas viable, parce qu'il faut à peu près 1 an pour produire ces IPS du patient pour pouvoir ensuite le greffer, ce qui va coûter des centaines de millions probablement à produire dans des conditions GMP, et c'est globalement quelque chose qui est prohibitif pour une application thérapeutique à large échelle. Ce qui est en train de se faire à Génopole, en particulier avec notre laboratoire et avec le laboratoire de l'Anis Benacer-Grissény, c'est que, un peu comme dans pour le système sanguin, vous savez, il y a des gens qui sont donneurs universels et accepteurs universels. Pour le système immunitaire, c'est un peu pareil. Il y a des patients qui présentent une carte d'identité qui, en gros, les fait passer pour n'importe qui. Un passeport qui leur permet de passer toutes les frontières. Et ces patients-là, ils sont très rares. Il n'y en a que 1 sur environ 50 000 à 100 000 dans une population globale. Mais ce qu'on a calculé au laboratoire, c'est qu'avec seulement 6 de ces patients bien choisis, bien sélectionnés, parce qu'on les a cartographiés, on les a identifiés, et on sait où ils sont, parce qu'ils ont donné du sang un jour à l'établissement français du sang, on sait que ces 6 personnes-là, les cellules qu'on peut produire à partir de ces 6 personnes-là, peuvent être utilisées pour recouvrir 90% de la population française caucasienne. Donc là, on est dans un autre business, on est dans autre chose. Avec seulement 6 lignées qu'on va pouvoir produire en laboratoire, on va pouvoir produire des banques de peau, de cœur, de foie, de cellules neuronales, et on va pouvoir les mettre à disposition du chirurgien. On n'aura qu'à haplotyper, donc vérifier quelle est la carte génétique du malade, aller pêcher dans notre banque la lignée du patient qui lui correspond, et là, on va pouvoir du coup aller très rapidement à un stade de thérapie cellulaire, très vite, de la paillasse au lit du malade. Donc là, on est presque dans la science-fiction, mais pas loin. Et on n'est pas loin d'y arriver. On est en train de monter cette usine. Les premiers essais cliniques ont commencé, comme je viens de vous le dire. En théorie, les résultats des essais cliniques devraient arriver d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans. Cette usine devrait fonctionner d'ici 5 ans. Et si tout se passe bien, ces cellules souches plus ou moins capable d'être greffé chez n'importe quel individu qu'on appelle, nous, dans notre jargon, une haplobanque, sera probablement disponible d'ici une dizaine d'années. Donc là, on est dans quelque chose qui se passe, qui est en train d'être effectué. On est
On était dans la science-fiction il y a 10 ans lorsqu'on a créé le laboratoire et lorsqu'on avait importé les premières lignées de cellules souches embryonnaires en France. Aujourd'hui, on est très loin de ça. On est chez l'homme et on est capable de réparer l'homme, pas encore de l'augmenter. Alors la question ensuite qui vient, c'est est-ce qu'on va pouvoir augmenter l'homme et est-ce que les outils qu'on est en train de développer ne seront pas détournés à des fins autres. On a parlé de clonage reproductif. Je ne parlerai pas de clonage reproductif parce qu'a priori, ce n'est pas le sujet. Une des problématiques, par exemple, pourrait être de partir du moment où une banque de globules rouges serait disponible, qu'est-ce qui empêcherait un sportif de haut niveau d'aller prendre sa dose de globules rouges avant, alors qu'il serait compatible, impossible de détecter au contrôle antidoping, et de pouvoir améliorer ses capacités sportives. Donc là, on est dans quelque chose de rigolo, mais ça peut être dramatique dans d'autres cas. Et il faut faire vraiment très attention. Donc effectivement, là, pour le coup, ne pas croire les scientifiques sur parole, c'est très bien. Mettre en place des comités de réflexion avec des personnes de la communauté civile, c'est parfait, parce que c'est exactement ce qu'il faut. Et ne pas croire les politiques, je le soutiens également. Voilà. Les banquiers, je ne sais pas, je suis aussi client de la BNP. Voilà. Et voilà, je vais passer la parole, on m'a demandé. Alors, on va passer à la dernière intervention avant la salle de questions avec le public. Je passe la parole à Claude Deloupi qui va nous présenter ce qu'il fait en plan d'intelligence artificielle et comment se rapproche l'homme de la machine. Bonjour. Donc moi effectivement je suis président et cofondateur d'une start-up dans le domaine du traitement des langues et de la production langagère. C'est une branche de l'intelligence artificielle. Et en fait je suis tombé dedans à un certain moment parce qu'au début, comme quasiment tous les gamins, je voulais faire vétérinaire, donc rien d'extraordinaire. Et puis un jour, en fait, là non plus c'est pas très original, j'ai vu 2001 l'Odyssée de l'espace. Et en fait ce film a changé ma vie. Pourquoi? Parce qu'en fait, on se retrouve face à un être absolument, un peu diabolique aussi, mais pas vraiment, en tout cas qui a été détourné, quelque chose de totalement froid, et qui pourtant communique une humanité qui est absolument incroyable. Si vous avez vu ce film, on sent que Hal est réellement vivant. Il sait qui il est, il sait qu'il est conscient, il sait qu'il va mourir à un moment, il sait tout ça. Et le côté qui est fascinant dedans, c'est pas pourquoi après je me suis dit je vais faire informatique, je vais faire intelligence artificielle, c'est pas pour créer, pour jouer au démiurge, pour créer des êtres supérieurs ou inférieurs. C'est pas non plus en tant que geek associable qui veut parler à une machine parce qu'il n'arrive pas à parler à des humains. Le but du jeu ici, c'est d'étudier l'humain. Parce que l'intérêt de l'intelligence artificielle, c'est qu'en fait, on est capable de découper un certain nombre de fonctions pour les étudier. Comment marche la parole? Comment marche la compréhension? Comment marche le fait de déplacer un bras pour prendre un objet? Tout ça, c'est des choses, c'est extrêmement difficile à étudier en soi. Si on passe par l'informatique, on peut simuler beaucoup de choses. On peut simuler beaucoup de façons de faire. Donc c'est vraiment là qu'est l'intérêt. Et la plupart des gens qui vont dans l'intelligence artificielle, c'est pour ça. C'est pas pour faire de la machine. C'est pour étudier des comportements qu'on ne peut pas forcément facilement étudier quand on fait de la psychologie, de la philosophie, de la biologie ou autre. Bon, alors évidemment, alors je viens d'une famille plutôt littéraire, donc je suis parti sur le traitement des langues. Après, c'est vrai qu'expliquer à une agrégée d'être classique que quand on écrit Hello World avec son programme, on fait le même métier qu'elle, c'est un petit peu difficile. Elle n'a pas vraiment compris. Alors, moi j'étais parti sur, en 2001, donc j'aurai une machine intelligente, je vais lui parler, elle va comprendre, elle va rêver, c'est fabuleux. Et puis 15 ans après, il y a quelques semaines, on a eu ça. Une machine a gagné un jeu. Super. On tombe quand même de haut par rapport aux attentes qu'on avait. Et j'aimerais quand même vous expliquer pourquoi c'est quand même fabuleux et pourquoi on n'est pas arrivé à aller plus loin aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'on n'y arrivera pas un jour. Remontons quelques années en arrière. Kasparov, battu aux échecs par Deep Blue, et voyons en quoi c'est différent de Lee Sedol, battu aux échecs. Je passe sur tout ce que vous avez entendu dans les médias, on en a beaucoup parlé, la combinatoire, blablabla, le Go, c'est beaucoup plus difficile. Comment les systèmes ont fonctionné? D'abord, pour pouvoir jouer à un jeu, il faut être capable d'évaluer sa position. Est-ce que je suis en danger? Est-ce que je suis en position de force? Si je fais ce coup-là, est-ce que je peux renforcer ma position ou non? Ce que fait Deep Blue, c'est que on lui a appris
à regarder certains éléments. On lui a dit, les pièces ont une certaine force. Tu dois compter le nombre de pièces pour savoir si tu es plus fort ou non. Tu dois regarder les cases que tu contrôles et regarder ce que ton adversaire contrôle. AlphaGo, lui, a appris les éléments qu'il doit regarder pour savoir si sa position est forte ou faible. Il a regardé des milliers de parties et il a appris à partir de ça. Ensuite, il faut aller tester des coups. Si je fais ce coup, qu'est-ce qui va se passer? Il faut pouvoir simuler le coup. Deep Blue, lui, il fait tout. C'est la grosse brute. Il va prendre tous les coups possibles, et un coup totalement absurde, je déplace mon roi pour le mettre en échec, personne n'y penserait, il va la faire quand même, et il va dire « Ah ben non, c'était pas une bonne idée ». Il fait tout. Il fait 30 milliards d'évaluations en 3 minutes, et il va regarder sur 5, 6, 8 coups, demi-coups, pardon, en avance. Au Go, on ne peut pas faire ça. Au 4e demi-coup, on est déjà à 16 milliards de possibilités. Donc on ne peut pas faire de la force haute. Du coup, ce que fait AlphaGo, c'est qu'il va essayer de trouver quels sont les coups intéressants à tester. Ça ne sert à rien de déplacer le rond. En revanche, et si j'avance ça, si je fais telle chose. Donc on est dans un fonctionnement totalement différent. Ensuite, il faut choisir ce qu'on va faire. Qu'est-ce qu'on va jouer? AlphaGo, en plus de regarder si, en faisant ce déplacement, on va vers une meilleure position, essaie d'évaluer si le coup qu'il va jouer correspond à un coup qu'aurait fait un maître de Go. Cette notion est assez importante parce que quand vous discutez avec des maîtres de Go, vous leur dites pourquoi vous avez joué ça. Ils ne vous l'expliquent pas. Ils vous disent ça paraissait le meilleur coup, ça paraissait bien. C'est mon intuition, c'est comme ça. Donc ça ne se modélise pas. Du coup, ce que fait AlphaGo, c'est qu'il étudie les coups des grands maîtres et il dit je vais jouer ça, est-ce qu'un grand maître aurait joué ça? Il essaie d'apprendre le comportement des grands. Et enfin, pour pouvoir apprendre, il faut un corpus d'apprentissage. Et AlphaGo, au lieu de se contenter des milliers de parties enregistrées comme l'a fait Deep Blue, il a joué contre lui-même. Ce qui fait qu'il a joué des millions, des milliards de parties, et à chaque partie, il a appris quelque chose. On est là dans un... Ça marche, hein? Oui. On est là dans un fonctionnement qui est totalement différent. Pardon, on n'entend rien. Je recommence. Vous voyez ici qu'il y a une vraie évolution dans le fonctionnement des choses. Alors on n'est pas à Al qui a conscience de soi, mais on est vraiment sur une évolution dans l'indépendance, dans la capacité à imiter ou à inventer des choses. Prenons un autre exemple. Le foot. Vous avez ici un truc qui s'appelle la RoboCup, dont le but est de jouer au football, et c'est des robots qui jouent au football. Alors le football, évidemment, c'est un truc, c'est des sportifs, par rapport au jeu de Go, c'est une rigolade. En fait, c'est beaucoup plus complexe que le jeu de Go. Parce que vous avez beaucoup plus de choses à prendre en compte. Vous avez le mouvement, vous voyez le mouvement du petit Nao, là? Ça, c'est extraordinaire qu'on arrive à faire ça. Derrière, il y a une capacité de calcul, une capacité de sensoriel, il y a de la mécanique qui a été inventée pour ça. Il y a le fait qu'au jeu de Go, vous posez des pions. Ici, vous devez regarder, c'est extrêmement plus complexe à représenter informatiquement. Et en plus, vous avez plusieurs joueurs. Ces joueurs bougent, vous avez des alliés, vous avez des ennemis. C'est beaucoup plus complexe. Et le but de la RoboCup, en fait, c'est de forcer les chercheurs à travailler sur cette complexité-là pour, en 2050, battre la meilleure équipe humaine. Donc l'idée, c'est qu'en 2050, vous aurez le Barça qui va jouer contre une équipe de robots, et ils vont perdre. C'est ça l'idée. Est-ce qu'on y arrivera? Est-ce qu'on y arrivera? Zlatan, je ne pense pas qu'il jouera, puis il n'est pas au Barça. Je ne suis pas très fou non plus. La Google Car. D'après vous, pourquoi est-ce que Google a une telle avance par rapport à ses concurrents sur la voiture autonome? Qu'est-ce qui fait la différence? Vous n'avez pas de micro, donc j'ai pas entendu grand-chose. La data? Ouais, la data. Google, depuis 2004, a des voitures qui parcourent le monde et enregistrent tout. Donc vous avez des conducteurs qui réagissent à certains phénomènes, ils enregistrent l'environnement, ils savent tout ce qui s'est passé depuis 2004 sur tous leurs conducteurs, sur toutes leurs voitures. Ils ont donc un corpus d'entraînement qui est absolument fabuleux. Et il n'y a pas d'équivalent, c'est pour ça que Google est premier là-dessus.
Et là-dessus aussi, bon, toutes les complexités, j'ai parlé du foot, on a le même type de complexité, mais on en a une en plus qui n'est vraiment pas négligeable. C'est que contrairement au jeu quand on s'amuse, ici il y a des vies. Et si on a un accident, ça va un petit peu plus loin. Donc là, on est dans un système qui n'a pas droit à l'erreur. Et ça, c'est beaucoup plus difficile. Alors passons à un domaine que je connais un peu mieux, le traitement de la langue. Vous avez ici donc des assistants virtuels, il y en a de plus en plus. Vous remarquerez que Microsoft a osé, et je ne suis pas forcément très d'accord, personnifier, féminiser. Vous avez quand même une certaine sensualité dans les cheveux et autres. Je trouve ça un petit peu dérangeant, mais j'ai interrogé les jeunes qui travaillent à SIAD, ça les dérange pas trop, et pour eux c'est comme un jeu vidéo, il n'y a pas de souci. Moi ça me dérange un petit peu, mais c'est une autre génération. Ici, on a énormément de complexité. Et ça, c'est là qu'on entre dans la vraie intelligence. Le langage, c'est la quintessence même de notre complexité. Toute notre complexité s'exprime dans la langue, dans notre façon de parler. Donc forcément, pour arriver à clairement traiter ce type de choses, il faut qu'on arrive à un niveau d'intelligence qui s'approche au moins de ce qu'un humain peut faire. Et vous prenez simplement les éléments un peu basiques dans la langue, toutes les machines finissent par se planter pour savoir où couper les mots. En chinois en particulier, mais dans d'autres langues aussi. Le lexique est gigantesque dans les langues. Donc arriver à connaître tous les mots d'une langue, c'est extrêmement difficile. Vous avez la grammaire, la morphologie, vous avez les concepts, vous avez la sémantique, la pragmatique, vous avez les anaphores, les métaphores, les ambiguïtés, Bon, je m'arrête là. Vous avez compris l'idée. Donc dans la langue, on a toute notre complexité qui est là. Et on ne sait absolument pas la représenter. Un jeu de Go, ça se modélise. Une route, ça se modélise. Des voitures qui arrivent, le foot, ça se modélise. La langue, c'est l'univers entier qui doit être modélisé. Et c'est toute la façon de représenter cet univers qui doit être modélisé. Donc ça, on en est très très loin. Il n'y a rien dans les laboratoires de recherche actuellement qui permettent de penser qu'on y arrivera dans 50 ans. Rien. Ça ne veut pas dire que demain, il n'y a pas quelque chose qui va sortir qui fera qu'on y arrivera dans 3 ans. Mais pour l'instant, il n'y a rien. Bon, j'ai passé des trucs, mais c'est pas grave. Voilà, bon, en tout cas, sur la langue, c'est extrêmement difficile. Alors là, je vais vous parler un peu de ce qu'on fait nous. Nous, en fait, on fait pas mal de choses, mais la principale chose qu'on fait en ce moment, c'est de produire des textes. On a des robots rédacteurs. Donc il y a des chances que vous ayez lu un de nos textes, puisqu'on a produit les résultats des élections régionales pour 36 000 communes, pour Le Monde, le Radio France, l'Express, le Parisien. Donc si vous avez regardé les résultats de votre commune sur ces médias, c'est nous qui avons écrit le texte. Ça ne se voit pas forcément. Il y a une petite note en bas qui le dit, parce que les médias tiennent à le dire, mais ça ne se voit pas. Donc en fait, on produit des textes de qualité parfaite, nos robots écrivent pour Le Monde, les journalistes, milliers de journalistes en rêvent, mais en fait, ces robots sont stupides. Alors après, d'un point de vue commercial, je vais peut-être pas dire, c'est pas stupide, mais bon, en fait, ils sont stupides. Et un robot qui écrit sur des élections ne va pas écrire sur un match de foot, il ne sait pas faire. Et il n'y a aucun système au monde qui est capable d'étudier, d'analyser un discours politique et d'en ressortir un vrai résumé et d'en déduire les conséquences que ça peut avoir sur telle ou telle économie, sur l'emploi, etc. Personne ne sait faire ça. Je ne sais pas si vous avez vu ce type de choses. Donc, ce que je vous dis depuis tout à l'heure, c'est que l'intelligence artificielle, ça n'existe pas en fait. Il n'y a aucun acteur artificiel qui soit intelligent. Donc, il n'y a pas de créativité. Et pourtant, vous avez des petites œuvres d'art qui sortent comme ça, créées par des machines. Ça, en fait, c'est Deep Dream, donc une branche de Google. Et on a des œuvres d'art, il y a des trucs beaucoup plus psychédéliques avec des têtes dans des plats de spaghetti bolognaise. Enfin, c'est un peu glauque parfois, mais en tout cas, on ne peut pas nier qu'il y a un côté artistique là-dedans. Mais ce n'est pas la machine qui est l'artiste. C'est la personne qui a programmé la machine pour faire ça qui est l'artiste. La machine, ok, on ne sait pas ce qu'elle va sortir. Et alors, quand Picasso mettait, ou je ne sais plus qui, mettait un pinceau à la queue de son âne, il ne savait pas non plus que ça allait sortir comme tableau. Ça s'est vendu très cher. Là, l'idée, en fait, c'est qu'on a détourné une machine pour faire ce type de choses. Mais il n'y a aucune créativité de la part de la machine. Donc, il n'y a pas d'intelligence artificielle. En tout cas, pour l'instant.
Et le problème, c'est qu'il y en aura peut-être demain. Du coup, ce qu'on nous promet par rapport à une vraie intelligence qui va venir, c'est souvent pas très simple. Vous avez actuellement des Elon Musk, Bill Gates, Stephen Hawking qui tirent la sonnette d'alarme en allant jusqu'à dire que le principal danger pour l'humanité, c'est l'intelligence artificielle. Ben oui, c'est vrai. Je ne sais pas si c'est le principal danger, mais en tout cas, oui, bien sûr que ça peut être dangereux. On ne sait pas ce que ça va devenir, on ne sait pas ce que ça va faire. Donc à l'instant T, il n'y a aucun danger. Dans les 50 ans qui viennent, a priori, il n'y a aucun danger, mais il faut surveiller. Dire que non, il n'y a aucun danger, c'est super, l'intelligence artificielle et que du bien, c'est totalement absurde. Il faut regarder ce que ça va donner et il faut surveiller. Surveiller, en plus, c'est pas forcément simple, parce qu'on ne sait pas de quelle façon va se faire cette intelligence artificielle. Quand on voulait voler, on essayait de faire l'oiseau, de battre des ailes, ça n'a jamais marché. En fait, ce qui marche maintenant, c'est plutôt les avions en réaction. Donc si vous voulez, à un moment donné, vous voyez un avion en réaction, vous voyez, et votre canon de comparaison, c'est l'oiseau, vous direz non, ça vole pas. Donc nous, on pourra dire de la même façon, c'est pas intelligent. Et on n'en sait rien. Ça peut être intelligent, mais sans qu'on le sache, parce que ce sera intelligent d'une autre façon. Et entre nous, s'il y a une guerre, je préfère être du côté des avions à réaction que des oiseaux. Donc il faut quand même faire attention. Ensuite, vous avez le problème des emplois. Donc ça, c'est clair que y a un bouleversement qui arrive. Donc effectivement, nous, on produit automatiquement des textes que les journalistes pouvaient produire avant. Ils ne produisaient pas cette passe-là, ils le faisaient à un coût beaucoup plus cher, ils le faisaient beaucoup moins vite. Donc il y a clairement des choses à réfléchir là-dessus. En plus, là on parle des métiers, mais si vous prenez l'une des images du haut, voilà, il n'y a pas que nos métiers qui sont en jeu dans le fait d'être remplacés. Là-dessus, on a une évaluation qui est sortie de la part d'Oxford, où des chercheurs ont dit que plus de 40% des métiers aux États-Unis vont disparaître à cause de l'intelligence artificielle en je ne sais pas combien d'années. J'y crois pas une seconde. Et aujourd'hui ou hier, l'OCDE a sorti une étude disant que non, on est plutôt à 9%. Parce que à Oxford, ils ont considéré que tous les métiers dans un domaine, ils font tous la même chose. Donc si un robot sait faire des textes sur les élections, il va remplacer tous les journalistes. Évidemment, c'est absurde. Donc eux, ils ont étudié la façon différemment. Et 9%, c'est beaucoup. C'est quand même énorme. Il y aura des drames individuels clairement apportés par l'intelligence artificielle, de même qu'il y en a eu quand on a automatisé les usines. Donc ça, de toute façon, il va y avoir des changements sociétaux là-dessus. Et c'est pas pour ça que c'est forcément un mal. Il faut juste accompagner les drames et essayer d'aller au-delà. Voilà, enfin, quand je disais qu'il faut trouver des méthodes pour savoir si une machine est intelligente, il y a aussi un autre côté là-dessus. C'est-à-dire que c'est pour savoir si elle va représenter un danger, mais c'est aussi pour savoir si, au final, si c'est un être vraiment intelligent, qui a conscience de soi, est-ce qu'on a le droit d'en faire n'importe quoi? Donc actuellement, il y a, j'ai oublié son nom, l'avocat qui travaille sur le droit des robots. Ah oui, à un moment, ça va venir quand même. Si on a un vrai intelligent, conscient qu'il peut mourir, qui a peur, est-ce qu'on a le droit de faire n'importe quoi avec? Alain Damasio disait que pour moi, un robot, c'est comme un grille-pain et j'ai aucun problème à lui taper dessus avec une batte de baseball. Ouais, mais enfin, s'il fait aïe. Voilà, quand même. On a en fait un être vivant. On peut peut-être avoir un être. On va mettre des sadomaso robots. Voilà. En tout cas, c'est la question. Merci beaucoup.